Bienvenue sur Justin Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Vous ne reconnaissez pas ma voix ? C'est normal, cet épisode est un peu particulier. Nous sommes les stagiaires de Justine, la fondatrice du podcast, et cette semaine, nous l'avons hackée avec un seul objectif, vous la présenter. En effet, Justine est avant tout une passionnée et une professionnelle de la musique, et il nous paraissait intéressant et pertinent de parler de son parcours pour mieux comprendre l'histoire, la vision et surtout la personne qui se cache derrière Justin Tuned. Et en plus, on va passer un bon moment en équipe. Alors bienvenue dans cet épisode spécial Justine de Justin Tuned. Bonne écoute. Salut Justine. Hello. On prend les rênes de ton podcast aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur toi, mais avant tout, je pense qu'il est primordial que l'on se présente pour nous situer un peu et que les auditeurs comprennent ce qu'on fait. Moi, c'est Julie, j'ai 21 ans, j'ai une formation en communication et marketing et mon but ultime, c'est de réussir en tant que professionnelle dans l'industrie musicale, donc en communication ou marketing. Et plus particulièrement donc, chez Justin Tuned, je m'occupe de l'image de marque sur les réseaux ainsi que la stratégie communication, marketing, concurrence, etc. Hello, donc moi je suis Caroline, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'EMIC Paris en management de la musique, donc aussi passionnée de musique et on va dire que mes domaines de prédilection entre guillemets c'est la communication et la production. Chez Justin Tuned, je m'occupe plus des relations médias, stratégie de communication avec Julie et aussi du management et de la gestion de projets. Moi, c'est Hugo, j'ai 19 ans, je suis étudiant à l'ICAR Paris en promotion de biens d'événements culturels. Je suis passionné de musique et j'aimerais intégrer cette industrie professionnellement. Et actuellement, je suis dans une démarche de découverte de son fonctionnement, ses différents métiers. Je suis Justin Tuned depuis mai et je m'occupe un peu du marketing digital, du site web et occasionnellement du montage et de la préparation d'épisodes. Justine, tu es avant tout une professionnelle de la musique et aujourd'hui, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur toi et de comprendre un peu mieux ce que tu fais, ta vision de la musique et de te connaître plus. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Justine, j'ai 28 ans. Dans la vraie vie, je suis chef de projet industrie culturelle et projet créatif. Je suis spécialisée communication digitale et marketing digital. Je crée du contenu à la fois écrit, mais aussi audio pour le coup. J'ai beaucoup exercé dans l'industrie musicale et c'est comme ça en fait que j'ai lancé mon activité pour de vrai, toute seule, en 2018. On aimerait savoir pourquoi tu t'es dirigée vers le secteur de la musique en particulier et du coup, ton parcours en général, comment t'en es arrivée là, qu'est-ce que tu as fait, par où tu es passée, etc. Ok, on lève le voile en fait. C'est le moment de te révéler. C'est ça. Pour tous les auditeurs qui écoutent. Mon Dieu. J'ai eu un baccalauréat littéraire avec option théâtre. Je me suis inscrite en fac de psycho, sauf que j'ai redoublé ma deuxième année. J'ai décidé de travailler pendant 1 an. J'avais un job étudiant que j'ai fait passer en temps plein. Et puis, sur cette année-là, en temps plein, j'ai demandé à faire un BTS Management des unités commerciales. Ça a été accepté. Et puis finalement, j'ai changé d'entreprise et j'ai atterri en coiffure afro-européenne. Donc vraiment rien à voir. Avec toujours un peu cette volonté d'apprendre à communiquer, de faire du marketing, de développer des projets, de développer des entreprises. Mais c'était vraiment de façon autodidacte et juste passionnée en fait, et sans pour autant avoir un mentor en tout cas à ce niveau-là. Et donc sur ma première année de BTS, je gérais des équipes, je gérais l'espace vente et en fait, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'était en, 2013-2014. J'ai voulu continuer et approfondir ce pan de cette activité en fait et donc je suis allée à Paris dans une autre entreprise pour vraiment évoluer et en tout cas avoir plus de compétences en communication et marketing. Donc là, j'ai appris à écrire des articles, j'ai appris à gérer WordPress, j'ai appris vraiment le community management, j'ai appris à faire des lancements, j'ai appris à faire plein de choses. Et j'ai vraiment pris du plaisir à apprendre tout ça. Et en fait, j'ai voulu savoir ce qui se passait dans les grandes entreprises. Donc, j'ai eu un CDI, mais vraiment, encore une fois, rien à voir, pour être conseillère clientèle multimédia au sein d'une grande banque. Donc, vraiment rien à voir. Et en fait, finalement, je me suis occupée de revoir tous les process et de gérer l'équipe. Enfin, franchement, il n'y avait plus rien à voir avec le truc. Et en parallèle, je regardais quand même comment est-ce que je pouvais intégrer l'industrie musicale parce que c'était toujours un peu là quelque part. Mais j'avais personne dans le secteur pour m'y introduire. Et puis, j'avais pas non plus d'expérience dans la musique. Puis, généralement, c'était un BTS com, mais moi, j'avais un BTS management, même si du coup, je faisais de la com, il n'y avait pas le BTS qu'elle avait avec. J'ai voulu retourner à Lyon. Et puis, de là, j'ai profité d'avoir mon pôle emploi pour en fait créer mon propre métier. C'est-à-dire que je me suis formée à distance, j'ai passé un diplôme d'attaché de presse et tout ce que je faisais pour
valider mes compétences, en tout cas ce que j'apprenais, je le faisais bénévolement au sein de projets artistiques et donc des artistes dont mon copain et son artiste, Tom Ace et en fait, j'ai trop, trop, trop OK. aimé et à un moment donné, il fallait quand même bien que je gagne ma vie parce que Pôle emploi, c'est pas éternel et donc j'ai lancé mon activité. J'ai proposé en tout premier lieu social media management pour les artistes et les pros de la musique et donc ça, c'était, en janvier 2018 et depuis, j'ai évolué et j'ai fait plein de choses et en gros, c'est un peu tout ça. À quel moment donc, tu te décides, à te lancer en freelance? Enfin, même avant ça, à quel moment tu te dis: «Bon, la musique, ça y est, j'y vais»? Parce que je pense qu'on a tous ce moment-là où on dit: «Bon, allez, la musique, c'est bon, j'y vais», avec cette petite peur-là de se dire: «Est-ce que c'est possible d'y arriver, dans ce secteur-là qui a l'air, enfin, dans mon esprit en tout cas, inaccessible». Toi, c'était quoi ce moment-là? Et ensuite, le freelance, comment tu t'es lancée? En fait, l'industrie musicale, je l'ai plus pris comme une spécialité et non pas comme un secteur, Mmh. un peu Mmh. mystérieux et quelque chose d'inaccessible. J'ai décidé, en fait, de travailler dans l'industrie musicale comme j'aurais pu décider d'être, je sais pas, dans le secteur de la santé, par exemple, ou d'accompagner des coachs et des thérapeutes, à faire je sais pas trop quoi. OK. Moi, je l'ai vraiment pris comme une spécialité parce que c'était là-dedans que je baignais et parce que c'était là où je m'amusais le plus. À la maison, déjà à l'époque, on avait un Ouais. studio, à l'appart, à Lyon et donc du coup, j'étais toujours en contact avec des artistes et j'étais très souvent en studio et c'était là où je m'épanouissais le plus. Donc pour moi, ça coulait de source, en fait Ouais. et en fait, il y a 2 personnes qui m'ont un peu, mis un coup de pied, aux derches. C'est donc déjà ma maman, parce Ouais. qu'elle est indépendante, elle a toujours créé des entreprises, là Ouais. actuellement, elle est en libéral et en fait, elle m'a dit: «Écoute Justine, bon c'est bien d'aider tout le monde, c'est bien d'apprendre, mais à un moment donné, il va falloir que tu te fasses payer quand même parce que, tu manges pas de l'air». J'étais là: «Oui, en effet, je ne mange pas de l'air». Et la deuxième personne, c'est Alexandre Dana, donc cofondateur de Live Mentor, chez qui je suivais toutes les Ouais. masterclass et qui m'avait dit: «Bon allez Justine, c'est bon, Mmh. tu te lances en marketing digital». J'étais là: «Oui, mais ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Mais avec qui?» et donc PLS et panique à bord. Il m'a dit: «Non mais Mmh. attends, tu es dans la musique? Oui. Donc maintenant tu es compétente? Oui. Donc lance-toi! Non. Si, lance-toi!» et en fait, j'ai suivi la formation, freelance au mois d'août 2017 pour vraiment sauter dans le vide du freelancing, en fait, de se lancer à son compte et de là, Mmh. j'ai bossé, j'ai bossé mon positionnement, mes services, mon persona, Ouais. et mon personnage, je le connaissais. Je l'avais tous les jours chez moi, en fait. Donc c'était naturel. Je savais Ouais, très ouais. bien à qui j'avais affaire et quels étaient, pardon, les problèmes, à savoir, je n'arrive pas à communiquer sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à me définir et je dis, des choses qui n'ont pas de sens Mmh. alors que j'ai pas envie de parler, en fait. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça qui se profilaient autour de moi et comme je le faisais déjà, en fait, j'ai juste, valorisé ça et je l'ai rendu visible sur internet. Donc un site internet, une page Facebook, un compte Insta, une stratégie de contenu sur le blog et beaucoup de réseautage, de networking, que j'ai même abordé, dans l'épisode avec, Camille Maton, Ouais. où en fait, j'explique qu'en fait j'ai fouillé sur le web, sur LinkedIn, et j'utilisais l'application Shaper pour rencontrer OK. des gens dans mon industrie ou en tout cas des gens qui faisaient le même métier que moi, donc salariés ou freelance, peu importe, pour élargir mon réseau et mieux comprendre en fait un peu cet écosystème et donc j'ai rencontré plein de gens et j'ai échangé avec plein de monde. Alors des fois, c'était simplement que des visios ou des appels téléphoniques et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai échangé pour la toute première fois avec, Dorian de Groover parce que, du coup, ça avait Mmh. on s'était rencontrés sur LinkedIn, quoi. Voilà et donc pendant 4 mois, Mmh. j'ai bossé très fort tout ça et j'avais commencé déjà à proposer mes services tout en disant que je ne pouvais pas facturer, enfin, en tout cas, je ne voulais pas facturer avant mon dépôt officiel de ma boîte, de mon numéro de SIRET et donc je l'ai fait le 1er janvier 2018 et 15 jours après, je signais 2 contrats, donc un avec un Cool. rappeur et un avec un label indépendant et voilà, donc j'ai vraiment, en fait, c'est ça, j'ai travaillé très OK. dur. Tout ça, il a fallu me pousser un tout petit peu, même si j'avais déjà un peu ça en moi parce que clairement, les entretiens d'embauche que je Ouais, c'est passais ça. pour essayer de trouver des cases dans lesquelles rentrer, je les sabotais un peu inconsciemment. C'est-à-dire que, c'est pas que j'allais la boule au ventre, même à reculons, mais ça me faisait pas kiffer d'être là, en fait et Ouais. c'était plus Mmh. un mode de recherche et un mode de compréhension des missions qui se passent en interne, pour moi,
mieux me placer en gros. Voilà. Ce que tu dis, ça rejoint une question que j'allais te poser du coup. On est actuellement avec Caroline en train de chercher une alternance pour l'année prochaine. Mmh. On a, oui, c'est très compliqué. On a ce moment où, en fait, je trouve, personnellement, je peux parler pour Caroline, mais je trouve ça difficile le fait qu'on soit obligé de rentrer dans des cases et en même temps, on doit être originaux et en même temps, on doit être le candidat parfait. Et du coup, en fait, c'est un peu ce que tu disais. Je voulais te demander si pour toi, le freelance, en fait, c'était la réponse à la question de dire que, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous et que, on doit créer notre place tout seul, en fait. Je ne crache pas du tout sur le salariat et il y a des postes en salariat ou en alternance qui sont absolument géniaux. Moi, si j'avais pas été en alternance, peut-être que je me serais pas autant amusée et peut-être que j'aurais même pas appris à faire de la communication et du marketing. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir sortir du cadre qui m'était donné au départ, à savoir faire de la vente, gérer des équipes, faire du commercial. Et en fait, je suis sortie du truc parce que je gérais bien ça. Et parce que je voulais voir plus en fait et c'était à l'avantage de l'entreprise d'essayer de la rendre encore plus visible. J'ai supervisé des ouvertures de boutiques, enfin voilà, j'ai fait plein de choses parce qu'il y a de la curiosité et pour en revenir aux missions de poste des entreprises, c'est un espèce de gros fil conducteur qui est donné et qui laisse pas forcément d'espace à pouvoir être original. Et en même temps, en alternance, je pense que on est obligé de rentrer un peu dans une case parce qu'on est censé apprendre, mais c'est à soi de dépasser les codes, en fait. Le freelancing, ça permet d'être agile et moi, j'aime bien travailler avec les entreprises parce que, je suis encore plus investie avec eux. On se voit pas tous les jours, je sais ce que je dois faire, c'est un vrai échange, c'est une vraie collaboration et un vrai partenariat et je ne suis pas du tout la salariée de quelqu'un et des fois, j'ai l'impression que ça fausse un petit peu les relations et que du coup, on peut à cause de ça, avoir moins d'espace parce que, il peut y avoir un petit peu d'ego. La personne au-dessus de toi peut penser que tu prends trop d'espace justement. Mais encore une fois, c'est à chacune entreprise, quoi. Et du coup, tu nous parlais que tu travaillais au studio. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu travailles au studio? J'aime bien le exactement parce qu'en fait, c'est jamais exactement pareil. Alors, D'accord. il y avait le ce que je C'est sûr. faisais et le ce que je fais actuellement. Ce que je faisais avant, c'était travailler sur le projet de Marvin, c'était travailler sur le projet de Tom Ace, c'était travailler sur les projets qu'il pouvait y avoir artistiques, et donc en consulting ou carrément en opérationnel. Aujourd'hui, et parce que j'ai vraiment fait le choix fin d'année dernière de prendre du recul sur ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus du plaisir avec Marvin, en termes de prod, en termes de musique, en fait. J'ai arrêté de me prendre la tête sur plein de projets et plutôt, kiffer ce qu'on peut faire là-bas. À savoir que, il m'arrive de poser ma voix, pour des maquettes, pour envoyer à des artistes, féminines. Il m'arrive de faire aussi des duos de yaourt avec, Marvin pour proposer des prods. Voilà, de chanter, d'écrire des brides, des idées de chansons, des fois juste des refrains, des choses qui viennent, des trucs comme ça et c'est génial et j'adore aussi, mais c'est pour le coup, maintenant j'ai arrêté de me mettre la pression dessus, quoi. Peut-être pour préciser, Marvin, c'est donc ton compagnon et vous avez un studio dans votre maison, pour bien comprendre, parce que je ne sais pas si tu avais précisé au début et il fait de la musique aussi, c'est ça du coup? Absolument. Et vous avez ouvert votre studio ensemble? Ouais, c'est ça. On a déménagé de Lyon, il y a bientôt ça va faire 2 ans, parce qu'on voulait avoir un vrai espace, pour accueillir des artistes et pouvoir vraiment, travailler. Enfin, encore mieux. Ouais. Parce qu'on travaillait déjà pour de vrai. Donc c'était vraiment encore mieux et donc oui, on s'est installés, pas loin de Chauffaille dans le 71, donc à 1 heure et quart de Lyon. On va dire plutôt à côté de Roanne, c'est plus simple. Donc c'est Marvin qui gère, évidemment côté artistique puisque je ne fais pas de musique. Si je faisais de la prod avec, mon pauvre petit ukulélé, on n'irait pas bien loin. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de ça et donc ça nous a pris beaucoup de temps parce que là aussi, il a fallu créer le site internet, il a fallu commencer à communiquer et clairement, à un moment, je ne pouvais plus tout faire. Donc il y a un site, mais j'ai pas suivi en strat de contenu et j'ai pas suivi en réseaux sociaux. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il y a une présence, on est localement présent». J'ai un peu travaillé les mots-clés à ce moment-là pour le référencement naturel et voilà, donc en fait, là, c'est plus du bouche à oreille et c'est par le réseau de Marvin ou alors des fois, j'ai des clients qui me contactent et qui ont un vrai besoin de prod, un vrai besoin d'enregistrement et de studio et donc du coup, des fois ça marche, ils viennent jusque chez nous, et on a un espèce de gros package, voilà. Trop bien. C'est un peu,
C'est un peu la maison du bonheur pour la musique, quoi. Si on Mais peut oui, en dire. Ouais, c'est plus, ce que c'est un j'allais dire. verger et tout. Il y a plein de trucs, c'est assez cool. Tout à l'heure, tu parlais justement de l'avantage de ne pas être vraiment centré sur Paris. Et que justement, à la fois, c'est un avantage, mais du coup, est-ce que quand tu as démarré, tu t'es senti un peu isolé ou un peu déconnecté de la musique, justement parce que tu n'étais pas, entre guillemets, là où on pense que ça se passe? Mhm. Je me suis pas sentie à l'écart. En fait, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que ça rentrait aussi dans mon image de marque je suis authentique, en fait, et je fais de la communication authentique et j'habite à Lyon. Je suis quand même dans la mouvance, hem, mais je suis là et je me suis pas sentie gênée à un seul moment parce que finalement, mes clients, alors j'en avais quelques-uns à Lyon, mais j'ai eu un client à Los Angeles, j'ai eu une cliente qui habitait en Écosse, des clients à Paris, des clients dans le sud de la France et en fait, bah, je suis dans le digital et je suis hyper réactive et je suis hyper présente. Donc en soi, que je sois n'importe où, à partir du moment où j'ai un réseau, et que, je suis, efficace et à fond dans mes tâches, bah, en fait, ça se voit même pas, quoi. Je pourrais travailler la nuit, dormir la journée, que personne ne le saurait, mis à part, pour les rendez-vous. Mais voilà, donc en fait, j'en ai fait une force. Et j'ai été contactée par des grands artistes qui ont vu ma teuté sur mon site internet, qui ont vu que je n'étais pas à Paris et pour lesquels ils se sont dit: «OK, en fait, ça marche aussi et c'est vachement bien» et c'est juste une organisation, c'est juste, être efficace. Mais je pense que c'est bien de le dire parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont pas de Paris et qui aimeraient travailler là-dedans, mais qui se disent Mmh. ouais, de toute façon, c'est mort, je suis pas là où il faut. Ça peut donner à certaines personnes un déclic de se dire Mmh. c'est possible pour moi aussi. C'est ça. On a bien vu qu'avec le confinement, on était capable de rester en contact les uns avec les autres de façon digitale et donc c'est, C'est clair. ça pallie à plein de difficultés comme celle-ci, parce qu'en soi, c'est pas vraiment une difficulté, c'est juste une organisation. Donc évidemment que, tu as un rendez-vous, bah, ça te demande un petit peu plus d'organisation, quoi, de prendre ton billet de train, prendre ta voiture ou un covoit ou j'en sais rien, ou tu prends un avion pour être là où est-ce que tu dois être au bon moment. Mais voilà, c'est un peu plus de logistique. Mais c'est intéressant aussi de se dire que les gens à Paris peuvent aussi envisager, bah, tout le reste de la France, comme on envisage l'international parce qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, bah, je pense à l'épisode avec Camille Maton, Mmh. tu te rends bien compte que là-bas, à Toulouse, il y a plein de choses qui se C'est ça. passent et que, Mmh. ça peut intéresser des artistes qui sont, par exemple, sur Paris, tu vois? Mmh. J'ai en tête plein d'artistes qui seraient, je pense, trop contents d'y aller. Et c'est un peu, je pense aussi, un truc intéressant à envisager et qui pourrait peut-être, bah, que le podcast pourrait amener ça, ouais, une petite pierre à l'édifice, mais de dire, les échanges sont possibles et je sais plus dans quel podcast, quelle personne disait ça, que, parfois c'est difficile de faire tilter rien que, par exemple, entre régions ou entre Paris et région que, bah, les partenariats peuvent se faire et Mmh. ce serait intéressant de développer peut-être. Bien sûr, peut-être que ça ouvre à de nouvelles possibilités, quoi. Mmh. Bah, en soi, quand tu regardes les invités qu'il y a, dans le podcast, il y a eu Toulouse, Rennes, Lyon, Montpellier, J'ai l'impression qu'il y Nancy a Nantes pour, aussi. Romane et Thibaut, Ouais, c'est ça. Nadège, Mmh. c'est, Roman. Enfin, en fait, en soi, bah, ils sont pas à Paris. Ils le vivent très bien et ils C'est vivent, enfin, ils ça, travaillent dans la c'est musique, en ça. fait. Tracy Dessas, Mmh. Sylvain Arreg, c'est Lyon, enfin, il y en a Mmh. de partout et en fait, finalement, les Parisiens, j'essaie de réfléchir, Céline, Tchad, Alban Lico, même les invités du podcast, ils sont pas, sur Paris tous et ils travaillent dans la musique. Ce qui ressort de ton parcours et même de travailler avec toi, c'est que tu es très, très curieuse, donc tu le dis et j'ai l'impression que c'est dans ton ADN, en fait. Mmh. Donc tu es, très indépendante, autodidacte, auto-formée, c'est génial, c'est un truc, qu'on découvre en travaillant avec toi, c'est que tu te formes en permanence pour toujours aller de l'avant, apprendre, comme tu dis, nourrir ton cerveau. Mmh. Hem, donc du coup et ce leitmotiv de la curiosité, en fait, moi, j'aimerais juste comprendre un peu plus ton mindset pour toujours aller de l'avant. Tu le disais, tu as eu des problématiques au début de ton au début de ton lancement de freelance. Mmh. Et aussi, si je me souviens, le 1er podcast que tu as enregistré, il y a eu quelques difficultés et cetera. Du coup, c'est génial parce que c'est hyper enfin, ce qui est remarquable et qu'on remarque, c'est que tu avances toujours, en fait, et je voulais savoir un peu comment tu réfléchis tout ça, en dehors du fait de d'où tu viens et cetera, Mmh. pour pouvoir toujours, pousser les choses dans le positif.
En fait, je crois qu'il y a vraiment une très, très grosse part d'instinct et je crois que Ouais. c'est mon vrai moteur et je pense que c'est aussi pour ça que des fois je me rétamais. C'est parce que, il y a l'instinct et il y a beaucoup de curiosité et donc des fois, on a envie, tu sais, le truc qui chauffe, tu sais Ouais. que tu vas te brûler, mais tu mets quand même le doigt dessus. Tu vas te dire: «Ah, je vais quand même voir ce qui se passe. Ça fait mal». Bah, voilà, des fois, c'est un peu ça et j'essaye vraiment de toujours, hem, apprendre, en tout cas de ce que je suis en train de vivre. Alors il y a des fois, j'arrive plus, à être, étanche. Il y a des fois où, bah, évidemment, j'ai un Mmh. mood genre: «Ah, j'arrive pas, Ouais. je suis trop nulle, je fais trop de choses, j'ai plus de life» et en même temps, tout ce que je fais, bah, j'aime en fait. Il y a pas un truc où je me dis: Mmh. «Ah, contrainte, j'aime pas». Non, je fais tout ce que j'aime. Et je pense que c'est pour ça que je suis motivée, que j'avance toujours parce que, Mmh. dès que j'aime plus ou dès que ça me convient plus, je prends la décision d'arrêter. Alors des fois, ça peut mettre du temps, Ouais. mais généralement, j'arrête parce que ça veut dire que c'est plus moi, que je suis plus alignée avec mes valeurs, que mon travail peut potentiellement être moins bon et ça, c'est quelque chose qui m'est difficile, en fait. Enfin, non, soit tu travailles pas, mais ne sois pas, en mi-figue mi-raisin. Donc Mmh. ouais, voilà, je crois que mon mindset, en fait, c'est mon instinct et parce que je me suis trompée, maintenant, j'ai appris à plus m'écouter. Mon instinct et aussi ma petite voix qui me dit: «Eh, là, ça va pas le faire». Voilà, donc maintenant, j'écoute ma Ouais. petite voix Mmh. et je me motive toujours, à découvrir et il y a un truc aussi et pour le coup, mon entourage trouve ça assez fou, c'est qu'au tout début de mon Ouais. activité, j'étais capable de proposer des choses dont j'étais pas experte, mais que je savais qu'en me mettant dedans, bah, ça allait, j'allais réussir, en fait. Donc je sais pas, Mmh. on va dire que mon premier site internet que j'ai vendu, bah, j'avais juste fait un site web pour moi, quoi. Puis, pour ma mère, mais enfin, voilà, j'avais encore jamais vraiment fait un site web, en travaillant tout le bordel et tout et je me suis dit: «Bah, OK, je l'ai fait une fois, je Ouais. l'ai fait 2 fois, OK, on va voir» et donc à chaque fois, j'ai osé aller de l'avant. Une fois, un truc de fou, je m'étais mis dans Ouais. la tête que je voulais, qu'un de mes articles soit publié dans des grands magazines en ligne et j'ai écrit un dimanche, ou un samedi, je sais plus, à un rédac en chef, de je sais plus quel magazine et je lui ai dit: «J'ai une idée d'article, voici le plan. Est-ce que ça vous intéresse?» «Oui, oui, ça nous intéresse». Je n'avais ni le titre, je n'avais rien, j'avais juste une idée et j'ai écrit et le mec il me répond le dimanche, «Oui, oui, c'est bon Justine, envoyez-moi ça, demain». Et là, tu es là: Ouh là. «Oupsie, j'ai Oh rien du merde! tout». Ah! Oui, j'étais là: «Ah trop Va bien, falloir c'était travailler toute la accepté». nuit. C'est ça, c'est genre: «Ah trop bien, mon vent a été accepté». Bon, rendons-nous concret, en fait. Et du coup, je m'étais auto-challengée, et j'ai pondu mon article et tout. Bon, finalement, ça l'a pas fait parce qu'il y a eu plein de trucs et cetera et que du coup, c'était plus à jour. Mais, hem, Ouais. je m'étais challengée. Donc voilà, j'ai toujours osé faire des trucs ou Non, mais dire c'est des ça trucs, qui est génial. je m'amuse, en fait. Je m'amuse, je me Ouais. dépasse et voilà. C'est rigolo parce que tu as un peu cette contradiction en toi. Des fois, tu nous dis que tu as un peu peur du syndrome de l'imposteur, que, Mmh mh. enfin, tu ressens le syndrome de l'imposteur, mais qu'en même temps, tu testes des trucs comme ça qui sont fous, dire que tu vas faire un site alors que tu en as fait que 2 et tout. Enfin, tu vois, je Mmh. pense que c'est une balance entre ça parce que je pense qu'on ressent tous des fois ce syndrome de l'imposteur en se disant mais j'ai rien à faire ici, j'y Mmh. arriverai jamais, etc. Et en même temps, tu arrives à contrebalancer ça en te disant: «Bah, enfin, faut quand même que j'essaie, je suis curieuse, je peux y arriver» et du coup, enfin, c'est inspirant et Mmh. c'est beau à voir que tu arrives à contrebalancer ces 2 choses-là et en fait, c'est comme ça que tu réussis, c'est en te disant que, bah, ça va aller et que tu vas réussir à le faire, en fait. Émotion. Hem, En fait, là où j'ai le plus mon syndrome de l'imposteur et là où je doute, c'est au sein du podcast parce que, bah, à la base, je suis toute seule. Oh. Et parce que c'est Mmh. vraiment Mmh. moi, c'est vraiment le truc qui me travaillait depuis 1 an et demi dans la tête et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lancer ce truc parce que ça venait vraiment du cœur et donc c'est vraiment Mmh. moi et c'est vraiment moi qui parle comme là et les questions que je pose, ce sont des vraies questions que je me suis posées. C'est même pas un espèce de
de gros déroulés ou un truc hyper journalistique avec de la grosse distance, quoi. C'est comme si j'étais en train d'échanger avec quelqu'un autour d'un café et donc il n'y a rien de plus naturel et authentique et c'est ce que je suis dans la vraie vie. Et donc c'est pour ça que j'ai le plus peur, c'est parce que c'est là, quoi. C'est comme si j'étais toute seule sur scène et que je parlais à plein de gens et c'est comme ça tous les mercredis, tout le temps. Et donc c'est pour ça que quand je vois tout ce que ça donne et que du coup, j'ai la chance de vous avoir avec moi, on développe plein de trucs, on teste plein de trucs, je vois que ça prend un peu d'ampleur, je suis là: «Wow, OK, c'était pas du tout ça au départ, je voulais juste un petit truc pour parler et là je vois qu'on m'écoute, je vois que j'aide, je vois que je transmets, mon cerveau, à vous 3, je vois qu'il y a des personnes qui m'écrivent. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent autour qui sont hyper positifs et c'est parce que je crois que c'est naturel et c'est pour ça que ça me fait peur, en fait. Mais c'est là que voilà, Ouais, j'ose, mais j'ai des plus gros doutes. C'est pas comme un client où je sais quoi, c'est là, c'est dans le tas et si jamais je sais pas, je me plante un peu, tout de suite je corrige ou j'en parle à mes partenaires. Enfin, c'est un travail. Là, Mmh. il y a pas d'argent sur le truc, c'est pas un travail du tout, quoi. C'est mon deuxième temps plein après mes temps pleins, mais mais c'est moi et donc c'est là que le parachute, du coup, tu as l'impression qu'il est moins solide, en fait. Enfin, ouais, c'est Ouais. sans parachute, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer le podcast? D'où est venue cette envie? Et qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que tu t'es vraiment lancé là-dedans? Alors, d'où est venue cette idée? Je suis une énorme consommatrice de podcasts depuis longtemps. Donc, c'est le format, en fait. C'est le format qui m'a déjà plu de base. Ensuite, l'idée, c'est parce que je me suis rendu compte, en tout cas avec les artistes et les pros qui étaient et sont toujours autour de moi, qu'il y a une énorme méconnaissance de l'industrie musicale, de l'écosystème, de qui sont les professionnels, de comment est-ce qu'on se professionnalise, comment est-ce qu'on arrive à avoir c'est pas d'avoir des bonnes idées, mais c'est en tout cas de les construire et de les rendre pérennes et d'avoir des bons socles et de pouvoir avoir une vision pour avancer. Mmh. Et il y a un vrai souci, en fait, les artistes et les pros qui développent leurs projets, ils sont à fond juste dans leur projet et ils relèvent pas la tête. Alors là, je parle vraiment en termes généralistes, mais en tout cas, c'est parce que c'est ce que j'ai vu autour de moi. Ils relèvent pas la tête et c'est là que se passent les mauvaises collaborations. Tu poses pas les bonnes questions, tu sais pas qui tu as affaire, tu vois pas ce qu'il y a sur tes contrats et finalement tu n'avances pas et ton projet il tombe à l'eau et donc et là c'est une espèce d'une chaîne de négativité et d'échecs et en fait j'en avais marre de voir ça. Et je me suis dit: «Mais je peux pas être moi Ouais. juste le seul puits de science, je peux pas aller me former pour tout le monde, prêter mon cerveau, tout le temps». Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi que les gens aillent à la recherche des ressources et je me suis dit: «Oh, je vais créer mon podcast pour mettre des ressources à disposition et rencontrer des professionnels et des artistes pour qu'ils puissent parler, des échecs, des boulettes», parce qu'il y en a eu, mais aussi de leur parcours et de leur réussite. J'ai mis du temps à le lancer et là où je me suis vraiment dit: «Je peux pas faire autre chose que ça», c'est parce que l'année dernière, j'avais des projets qui vivotaient un petit peu, dans lesquels je me sentais plus, m'épanouir et j'étais frustrée et la collaboration commençait à se détériorer jusqu'à ce qu'un de mes clients, pour lequel j'étais chef de projet, m'envoie en pleine figure, «Mais, qu'est-ce que tu sais faire d'autre mis à part les réseaux sociaux? Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin». Et là, ça m'a mis une grosse totale dans la Ah! et là, je me suis dit: «OK, stop, Mon la claque Dieu! fait mal». Non, mais c'était juste affreux Mais et de comment les là, gens peuvent oser parler à quelqu'un qui te propose des services et qui t'aide et qui t'aide? et qui est Enfin, c'est content en fou. plus, qui est Il y a des content en gens plus. J'étais là: ouais. «Ah!» Mais oui! Ah bah là, clairement, pour être, totale, Mmh. transparence, je me suis sentie vraiment, nulle quoi. Du genre: «Mais qu'est-ce que j'ai pas géré? Pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce que j'ai manqué?» Enfin, Mmh. qu'est-ce qui s'est passé quoi, vraiment? Et en fait, c'est pas de ma faute. On va dire que alors c'est pas que de sa faute non plus, mais disons que voilà, Mmh. je pouvais plus satisfaire cette personne-là, j'en avais pas envie d'ailleurs et donc du coup, Ouais. ça s'est terminé comme ça. Et donc, j'ai mis fin à cette collaboration et puis à d'autres en me Mmh. disant: «Bon, tant qu'à faire, je vais faire un wagon de stop, pour vraiment prendre le temps de réfléchir, me remettre en question et lancer ce que j'aime, ce podcast». À tel point que mon Mmh. mois de janvier là 2020, j'ai déclaré un chiffre d'affaires de 150 €. Donc j'ai vraiment Mmh. arrêté, tout ce qui tournait autour de moi pour me concentrer sur le podcast. Alors je dis pas que Ouais. tout le monde doit se mettre en danger, d'ailleurs j'ai plus de Pôle emploi, donc c'était vraiment, je savais que j'avais
je pouvais vivre genre 2 mois sans toucher grand-chose, mais il fallait pas que ça dépasse plus, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment lancé ce podcast parce que j'ai, remis en question encore une fois, le mindset et ma façon de travailler avec les gens pour être encore plus alignée avec mes valeurs et que les collaborations, en fait, au-delà des compétences et de l'expertise, c'est la relation humaine. Et pour moi, maintenant, c'est primordial. Si ça passe pas, Ouais. si mon intuition me dit ça risque depuis un peu, je stoppe. Si on me fait négocier à fond mes tarifs et que finalement, mon temps, il est juste bradé à fond et je n'y vais plus. J'essaie de plus avoir peur du manque aussi. J'essaie d'avoir une vision moyen long terme sur l'année pour essayer de me sécuriser. Alors, c'est difficile. Il y a des fois où tu dis panique. Non, mais c'est bon, t'inquiète, ça va. Mais maintenant, c'est bon, t'inquiète, ça va parce que je m'amuse en fait et j'anticipe les choses. Et puis, s'il y a un truc qui s'arrête, c'est pas grave parce que d'avoir eu un chiffre d'affaires de 150 € au mois de janvier, j'ai eu de l'espace, j'ai fait le podcast. Je suis devenue mentor chez Live Mentor, du coup, au mois de février. Mais si j'avais eu tous les contrats un peu merdiques que j'avais fin d'année dernière, j'aurais jamais pu avoir tout ce temps et cette énergie et à nouveau l'envie d'aller de l'avant, de découvrir d'autres trucs. Donc voilà, j'ai arrêté tout ce qui me convenait plus pour une nouvelle aventure. Comment tu conjugues tout? Parce que en rappelant, donc tu accompagnes des artistes, tu as le podcast Justin, tu es live mentor, tu as un studio, donc tu fais quand même beaucoup de trucs. Comment fais-tu? Ça fait, je veux dire, comment tu t'organises? Qu'est-ce qu'une journée type si tu arrives à décrire la journée type? On retourne la question contre toi. C'est ça. Ouais. Alors pour répondre comme la plupart de mes invités, c'est il n'y a pas de journée type. Non mais en fait. Si, chez moi, il y a. Alors, journée type, oui et non. C'est-à-dire que je suis quand même obligée d'être organisée et d'avoir des temps dédiés à chacune des activités. Par exemple, le lundi matin, le mardi matin et le jeudi matin, je suis mentor chez Live Mentor. J'ai dédié des créneaux pour faire des coachings en visio. Après les visio Live Mentor, des fois, j'enchaîne avec un enregistrement de podcast avec un invité. Ensuite, le lundi après-midi, c'est dédié donc soit enregistrement de podcast, soit finition du montage, préparation, upload, etc. pour l'épisode du mercredi. Le mardi matin, pareil, visio. Le mardi après-midi, c'est finalisation du podcast du mercredi, plus de la création de contenu pour un de mes clients qui est dans le secteur de la santé. Donc, rien à voir, mais c'est un client que j'ai depuis longtemps. C'est un client du cœur. Donc, ça se passe trop bien et j'aime trop ce que je fais. On va dire entre 2 heures et 3 heures par semaine. Donc, j'essaye de caler ça le mardi après-midi. Mercredi matin, des fois, j'ai des visio Live Mentor, mais généralement, j'aime bien m'assurer que tout est OK pour le podcast qui sort le mercredi soir. Je peux placer des coaching artistes avec des artistes que j'ai. Mercredi après-midi, des fois, je suis à la bourse sur le podcast. Donc, je suis là genre, j'ai pas fait les publications. Enfin, j'ai le brouillon, mais il faut que je les programme, machin. Oh mince, il manque les visuels. Oh mince, j'ai pas la story. Bref, donc là, c'est un peu panique généralement. Mais je boucle ça. Et puis, mercredi soir, 17h, je vérifie que tout est bien en ligne. Je vérifie que tout est bien OK. Et là, ensuite, j'entame un peu le travail de fond pour le podcast. Je sais pas, envoyer des invitations, faire des relances, faire des recherches, etc. Jeudi matin, visio. Jeudi après-midi, petit coaching avec mes artistes que je suis, donc moi en tant qu'indé. Et ensuite, généralement, du jeudi après-midi au vendredi après-midi, je me dédie à moi, mes projets. Donc, je peux suivre des formations, je peux prendre du temps pour lire, j'écoute des podcasts, j'essaye vraiment de me nourrir, de mettre un peu… alors, c'est du semi-off parce que pour le coup, je travaille toujours, mais je travaille plus pour les autres. Donc, en fait, si tu veux, ma semaine, elle est vraiment elle est très intense du lundi au mercredi pour que tout soit à l'heure, tout soit lancé, tout soit programmé, tout soit bon partout. Jeudi matin, je termine un peu avec les entrepreneurs Live Mentor, je fais du mail, machin. Jeudi après-midi, c'est le travail de fond. Et généralement, à 17h, j'ai bouclé ma semaine. Et donc là, je m'occupe des choses qui me font plaisir, généralement. Voilà, il n'y a pas de journée type, il y a une organisation, il y a plein de cases
qui sont tout le temps remplies. Et ce que j'aime, c'est Ouais. me laisser des cases d'espace pour faire un peu le travail de fond, je sais pas, mini compta, relance de devis, relance mail d'invitation, Mmh. invitation, recherche d'invités, et puis papotage, et puis voilà. J'essaye d'avoir quand même des trucs pour pouvoir me balader tout au long de la semaine. En gros, c'est un peu comme ça. Et le studio, le studio, du coup, j'y suis beaucoup moins. Bah J'y oui, suis beaucoup le moins. fameux. Ouais. Ouais. Mais en même temps, quand j'y vais, je suis contente d'y aller, et c'est plus les week-ends. Plus les week-ends, Mmh. pour kiffer, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. OK. Pour rebondir un peu déjà sur les objectifs et l'existence de Justin Tuned, moi je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant parce qu'effectivement, il y a un vrai problème d'information Mmh. sur ce qu'est le business de la musique. Mmh. Titre anecdotique, moi j'avais fait un mémoire pardon, pour une formation l'année dernière et il y avait les livres d'Irma et Mmh. puis des livres de communication sur la musique, mais je les comptais sur les doigts de la main et ils dataient soit des années 2000 au moment de la crise du numérique, soit du début des années 2010. C'était pas assez à jour. Donc, du coup, l'existence du podcast Intune, ça répond vraiment à ça et en plus, ça donne des clés aux artistes puisque c'est pour eux aussi que tu fais ça, c'est pour que tout le monde comprenne ce que fait tout le monde. Mmh. Et en plus, c'est tellement, enfin, c'est 1 heure dans la semaine. Et donc, du coup, je trouve que c'est génial d'avoir cet objectif-là qui est pour les autres, pour tout le monde, pour tous les pros. Enfin, je veux dire, même pour nous qui sommes des futurs pros, c'est génial parce que ça donne plein de choses à voir et c'est à travers l'expérience des gens. Du coup, alors au final, comment tu te positionnes face aux artistes dans le métier tous les jours maintenant, suite à cette expérience-là? Et comment tu abordes ta relation pro? Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça qui peuvent enfin, expliquer, oui, ton fonctionnement? Mmh. Moi, ce que j'explique, c'est je prête mon cerveau, au projet, et je m'intègre dans une équipe, si l'équipe est là. Ou alors je peux, moi, apporter mes partenaires de confiance au fur et à mesure, dans le projet, en fonction des besoins. Et donc c'est de la, supervision d'équipe, heu, alors l'équipe artistique et l'équipe, opérationnelle, on va dire, pour, comment dire? S'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement, des tâches, des missions par rapport à un rétro-planning qui est fixé. En gros, c'est un peu ça, si je sors les grands mots. En vrai, c'est Ouais. juste parce que j'aime beaucoup apprendre des autres et j'adore collaborer avec plein de gens et donc du coup, ça me permet de naviguer, avec différentes casquettes. Ça me permet aussi de faire de l'opérationnel, ça me permet de faire de la stratégie et ça me permet d'encore plus, me nourrir les projets et faire naître des belles choses, en fait. C'est vraiment ça et au départ, quand j'étais vraiment que musique, en tant que Justine Arma, je m'étais appelée Mmh. manager de projet musical. Mais ça a été tellement compliqué de dire manager parce qu'en soi, je suis pas manager d'artiste et Mmh. souvent, Mmh. les gens pensaient que c'était le cas. Moi, le seul, artiste, à la base que je manageais, c'était mon copain et en soi, c'est même pas être manager, c'est simplement être, collaboratrice sur son projet. Enfin voilà, bref, donc c'était même un peu différent. En termes de mots-clés de référencement sur le web, personne ne tape chef de projet musique, en fait. C'est pas ça. Les gens vont taper, je sais pas, community management musique, agence, com musique, enfin et donc jamais chef de projet et encore plus chef de projet, c'est HEFFE. Alors là, on est sur le summum du 0 mot clé, en fait Ouais, ouais. et maintenant je m'en fiche. Je m'en fiche. J'ai arrêté de dire manager de projet musical parce que je ne suis plus que dans la musique. J'ai arrêté de penser à visibilité, et ensuite à devoir expliquer ce que je fais parce que je fais plein de choses et parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'aime un projet, que j'accompagne le projet et que je cadre le projet pour pouvoir être libre à l'intérieur d'un cadre pour lui permettre, de pouvoir s'amuser dans ce truc et non pas d'exploser de partout. Et voilà, c'est un peu ça ma définition de mon métier et je pense que le métier de chef de projet, le mien, il est différent, à la fois similaire qu'une personne qui est chef de projet au sein d'un label, au sein du major, au sein de n'importe quoi, en fait. Mmh. Enfin, le truc en Mmh. plus, c'est que je suis toute seule, hem
et que je vais chercher des partenaires et des personnes qui vont pouvoir être intéressés par le projet, qui vont avoir envie de s'investir dedans, qui vont nous permettre d'être en plus hyper agiles et réactifs. Et quand tu choisis une mission, en tout cas, moi, je pars de ce principe-là maintenant, quand tu choisis une mission, c'est parce qu'elle te donne envie, donc tu as envie d'y aller. Et voilà, je crois que c'est Mmh. juste ça la différence par rapport à un chef de projet salarié au sein d'une entreprise. Ouais. En gros, tu fais presque du consulting, mais tu pas en salarié, donc tu pas un chef. Si tu fais la même chose qu'un chef de projet en label, mais tu es indé. Et en même temps, c'est pas du management à proprement parler parce que tu accompagnes Mmh. et c'est dans la durée, mais c'est pas, tu n'es pas H24 avec l'artiste comme un manager peut être, vraiment le rempart de l'artiste, Oui. sur tous les points. Mmh. C'est vraiment avec des spécialisations qui sont tiennes, Mmh. tu fais de l'accompagnement et tu proposes des clés et des Mmh. mises en relation, mais tu ne vas pas faire, forcément cette mise en relation et cette continuité dans la relation qui existe et cetera. Si je comprends bien, c'est vraiment, comme une forme de consulting, en fait, ce que tu fais. Bah, en fait, Ouais, en en fait gros, je m'assure de la stratégie par rapport à la cohérence du projet, par rapport à l'écosystème qu'il y a autour du projet. Si la personne est seule en face, il y a déjà des collaborateurs, de l'état d'avancement du projet aussi, des objectifs, tout ça, de l'identité, tout ça. Ensuite, je m'occupe de l'opérationnel, donc en création de contenu, ou alors, bah, par exemple, je suis pas graphiste, s'il y a besoin de faire du design ou j'en sais rien, bah, là, j'ai des partenaires ou alors, s'il y a déjà un graphiste dans l'équipe, «adverse» entre guillemets et ben, on travaille ça ensemble, en fait. Parce que je vais OK. chercher la Ouais. cohérence, je vais chercher, le vrai message et je vais chercher ouais, c'est ça, un vrai écosystème cohérent autour d'un projet pour que le projet, il soit cool, en fait et qu'on puisse répondre aux objectifs de base et le suivi. Le suivi entre les partenaires, entre nous, et puis avec, la personne, en face dans le projet, en fait. En fait, ouais, c'est ça, c'est que tu guides et Mmh. tu pas là pour faire tout pour la personne et je pense que dans l'univers où on est maintenant, les artistes sont de plus en plus indépendants et du coup, les aider à prendre cette indépendance, enfin pas les artistes, mais en général la culture et cetera, Mmh. les aider à prendre cette indépendance, ça leur permet de pouvoir travailler sur eux-mêmes ensuite et d'être capables de faire les bons choix et d'avoir les bases, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça et par rapport au management, bien sûr qu'il y a des fois où j'ai eu envie d'être manager de projet, enfin d'un artiste, par exemple, là, pour rester vraiment focus musique, mais il y a eu des vrais coups de cœur et en même temps, l'artiste en face n'était pas prête, hem, à non pas déléguer, mais à aller, à devenir vraiment moteur, à ce que ce soit vraiment sérieux et donc je n'avais c'était pas à moi de me battre et de faire avancer le truc, en fait et c'est souvent ça, c'est que les artistes qui se développent et qui cherchent un manager et ben, en fait, ils cherchent quelqu'un, sur qui s'appuyer qui va devenir le moteur et la locomotive, alors qu'en fait, ça doit être vraiment, vraiment Mmh. l'inverse et c'est pour Ouais, ça c'est clair. que d'être, on va dire, grosso modo, manager, prestataire, ça met une barrière. Ça veut dire que j'avance avec toi que si toi, tu avances avec moi et pas Ouais. l'inverse. Il y a un contrat entre nous, il y a, un cadre sur la collaboration. Heu Voilà, il faut que tu sois aussi force de proposition, il faut que tu sois lucide dans ton projet et on avance, en fait. Mmh. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais de ton rapport aux artistes, ta collaboration avec eux Mmh. et ton approche envers leur travail. Est-ce que tu as des conseils à leur donner, pour justement se professionnaliser, pour, s'améliorer, progresser et aller dans la bonne voie? Oui, c'est vrai, la question conseille aux artistes. La fameuse. Ouais, c'est ça. Bah, je crois qu'en fait, il faut aimer quelque chose et avoir envie d'être meilleur dedans et c'est le travail et la curiosité qui va faire la différence, en fait. On ne devient pas chanteur par l'opération du Saint-Esprit. Une carrière, il y a plein, d'acteurs et de choses à faire pour la construire. Hem Et je ne parle pas de construire une carrière basée sur, des vues YouTube. Je parle, de construire une carrière, pour pouvoir faire des concerts et que les gens, connaissent vos chansons et tapent dans les mains, parce qu'ils sont contents, en fait, de vous rencontrer. Hem, c'est comme ça que je l'imagine, en tout cas et c'est ça, en fait, c'est aimer ce qu'on fait et travailler dur, être curieux, poser des bonnes questions, aux gens
donc savoir à qui on s'adresse. Se faire confiance et avoir confiance en ses partenaires, je crois que c'est aussi primordial. C'est très difficile, mais c'est la base d'une bonne relation. Voilà, et c'est avoir envie d'avancer et d'être un moteur pour les autres, en fait. Parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait, c'est bien, en fait, et c'est ça, et vous êtes droit dans vos baskets. Surtout en tant qu'artiste, parce qu'il y a du doute et on se fait influencer par d'autres et on se fait influencer par ce qui sort à la radio. On se dit: «Ah là là, c'est maintenant, mais du coup, je suis en retard et je peux sortir que dans 2 ans parce que j'ai encore plein de travail» enfin bref, il y a des millions de choses qui se passent, mais à chaque fois, il faut essayer de se refocus sur soi-même, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le message et hem et avoir, un ou des partenaires autour de soi, de confiance et droit dans leurs baskets et intimement persuadés que vous êtes là où il faut et qu'il faut continuer d'avancer. Et le conseil que je peux donner, pour les pros qui entourent les artistes, qui lancent leur activité, dans la musique et cetera, c'est en fait d'accepter qu'il y ait des moments down et d'accepter la difficulté et de l'accueillir et de la travailler parce que c'est normal en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, le tout c'est encore une fois, c'est de prendre soin de son projet, soin de soi et de quand on a des questions, d'aller les poser à des personnes qui ont plus d'expérience, à des personnes qui sont extérieures au projet pour avoir un œil neuf. Parce que quand on est à fond dedans et ben, on a la tête dans le guidon et on voit plus les choses et on fait des boulettes et on se sent trop mal et cercle négatif. Alors que d'aller de l'avant, s'ouvrir, accepter la difficulté, accepter, la tristesse, la mélancolie ou j'en sais rien, enfin des émotions qui sont pas, bisounours en fait et ben, ça permet, bah, de, je pense, retrouver l'essentiel, remettre les pieds, sur terre et se réancrer quelque part à pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait. Du coup, pour clore un peu notre discussion et pour voir l'avenir et le futur, comment toi tu envisages la suite, que ce soit de tes projets en général, du podcast? Est-ce que tu as une vision un peu du futur, quoi? Eh bien, ce que j'aimerais, c'est, alors au niveau du podcast, que le podcast ait encore plus de visibilité et d'ampleur et qu'il soit vraiment légitime et présent dans l'écosystème industrie musicale, comme un podcast de référence pour, travailler dans la musique. Donc voilà, je suis bavarde et j'adore en parler et je pourrais continuer avec vous pendant des heures. Et comme j'adore faire ça, j'aimerais produire encore des podcasts. Là, je vais lancer un second podcast pour un autre projet, que j'ai. Alors je ne sais pas encore quand est-ce que ça va, vraiment exister, mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête et donc ça va être une question de temps. Voilà, et j'adorerais pouvoir en faire pour les autres. Au niveau du studio, j'aimerais aussi qu'il se développe, pardon, un peu plus et c'est pour ça qu'en fait, j'ai un goal de vie, c'est-à-dire, créer un studio résidentiel, une résidence artistique, vraiment un lieu d'accueil, où les personnes, viennent avec leur équipe, viennent pour travailler, viennent pour créer, viennent pour se reposer quelque part, enregistrer des trucs. Mmh. J'ai vraiment envie d'avoir un lieu, ancré, et simple, sans chichi et qui permette en fait à chacun de pouvoir venir avec son projet, de travailler avec, ses partenaires ou alors, d'organiser des choses et que, moi en tant que chef de projet, je peux faire intervenir d'autres personnes, je peux, donner des ateliers, je peux faire plein de choses. Mais voilà et ça c'est un peu le Mmh. goal de vie, et donc tout ce que je fais aujourd'hui, je crois que ça nourrit aussi ce projet-là. La création du studio, là, dans notre maison actuelle, c'est pas un brouillon, mais c'est un premier essai. Maintenant, j'ai envie que ce soit un peu plus gros et voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de créer et donc du coup, asseoir ma visibilité à travers ce que je fais et alors je cherche pas la reconnaissance, mais en tout cas être reconnue, visible comme quelqu'un qui est cool, qui est authentique et qui en fait, est passionné quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais qu'on te pose? Ah là, celle-là! Ah bah, on n'y échappera pas, hein. Ah bah oui. Mon Dieu, mais c'est du plagiat? Non, c'est de l'inspiration. Tu es De notre inspiration. Ah bon, oh là là, émotion. Non, je n'ai pas de questions en tête. Je pense qu'on a fait un vrai grand tour.
Mais moi, j'ai une question. Est-ce que ça a été un exercice difficile? Est-ce que vous en ressortez avec des nouvelles choses dans votre tête? Je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on a une discussion comme ça, que ce soit quand on écoute le podcast ou quand on en parle entre nous, pardon, ça fait plaisir. Enfin, on ressort toujours avec quelque chose. On a toujours appris de nouvelles choses. Et je sais que moi, je suis quelqu'un de super angoissé pour un rien, pour n'importe quoi. Et j'ai cette idée du succès, enfin pas du succès, mais de la réussite, où je me dis, il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir. Pourquoi, je ne sais pas, c'est une pression que je me mets en général. Et là, cette discussion, c'est un peu une idée de relativiser, de se dire que ça ira, quoi. Dans tous les cas, faut essayer des trucs, faut être curieux, et que je me dis que j'ai le bon mindset, entre guillemets, de vouloir faire plein de choses, de voir plein de choses, et que, ouais, c'est ça, il faut relativiser les choses, et que si ça, quelque chose ne marche pas, bah, quelque chose d'autre marchera plus tard. Et voilà, je le dis parce qu'on est dans l'histoire de l'inconversation, mais faut que je fasse du travail encore énormément sur moi. Mais ouais, ça me rentre en tête que ça ira, et qu'en général, tu donnes plein de points pour nous expliquer comment faire, et que ouais, on finira par y arriver, entre guillemets, même si on dévie un peu de chemin, que voilà, si on est motivé et que c'est ce qu'on veut faire et qu'on reste curieux, et ben on est sur la bonne voie pour arriver où on voudra arriver, quoi. En fait, je rejoins complètement Julie. Je suis personnellement moins stressée qu'avant grâce à plein d'expériences, et parce que justement, j'essaye d'aller chercher des discours comme le tien. C'est pour ça que le podcast, encore une fois, c'est trop cool de se dire, mais attends, pourquoi on en fait un fromage, une montagne? Parce que je pense que les artistes comme les pros ont et c'est parce que c'est humain, tout simplement, ont des difficultés similaires, de se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que, comment, pourquoi, où, qui, est-ce que c'est vraiment moi? Pourquoi ce serait pas moi et un autre? Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et au final, c'est humain. Et au final, ce genre de discours, ce que tu racontes toi-même de ton parcours, nous fait nous dire, bon, écoute, prise de recul, c'est cool, ça va le faire. Et au final, tu arriveras toujours là où tu dois arriver. Voilà, une forme de destin, je ne sais pas quoi, qui se dit, voilà. Tu fais les choses que tu dois faire et au moment donné, tu y arriveras. Et puis, le format podcast permet vraiment d'être dans l'intimité du truc. Et donc, c'est un exercice très agréable, un support que je trouve hyper intéressant. Et t'en ressors grandi. Et même de façon générale, pour dire un mot sur même le stage, etc., c'est cool d'avoir ce mindset-là, parce que c'est vraiment nous qui sommes apprenants, un espace où on a vraiment le temps de se tester et en même temps de faire quelque chose qui a du sens, et en plus tout ça dans un esprit quand même trop positif, d'avancer, etc. Donc tout a ce même truc-là de dire c'est trop bien, on se teste, et en plus c'est un peu nouveau le format, le sens, et c'est génial, quoi. Donc voilà. Merci. Moi, je rejoins Julie et Caroline sur ce qu'elles ont dit. C'est vrai que ça aide beaucoup aussi à relativiser, à être rassuré sur le fait qu'il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas une seule voie, il y a vraiment 1000 parcours possibles, et que l'important au final, c'est vraiment de faire quelque chose qui est vrai pour nous, qui nous plaît, et vraiment de suivre sur nos envies, nos curiosités, etc. Et donc, c'est vrai que ça enlève une certaine panique, une certaine. Enfin, moi, je suis en angoissé de la vie à la base, hein, donc. En fait, j'ai 3 stagiaires surangoissés, stressés. C'est ça. Tout va bien. Et moi, je suis en club H24. C'est la... Et du coup, ce qui est même agréable dans le stage en général, et ce qu'on retrouve dans cet épisode, c'est que il y a plein de... On peut faire plein de choses, et qu'on n'est pas limité à une seule voie ou une seule manière de faire. On peut vraiment faire plein de choses. Tu nous offres plein d'opportunités, plein de choses à essayer, que ce soit sur le podcast, sur ce qu'on fait autour, etc. Et du coup, c'est ça qui est top. Et je pense que c'est aussi qu'il faut encourager chez les gens en général dans leur projet, c'est de ne pas avoir peur d'essayer des choses, de faire des choses, même si ça ne mène pas forcément à des finalités, mais je trouve que ça peut leur ouvrir des portes. Donc je trouve que pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est vraiment aussi un mindset, une manière de faire, et une positivité sur l'avenir et sur l'industrie musicale, etc. C'est clair. Donc voilà, merci pour tout ce qu'on peut faire avec le podcast. J'ajouterais aussi un dernier truc, c'est aussi par rapport à tout ça aussi, c'est aussi que dans le stage aussi, on apprend aussi en testant, là, et comme toi tu as fait, là où ce qu'on préfère et ce qu'on aime moins, mais ce qui a été intéressant de voir. C'est-à-dire que là où peut-être de façon générale, et peut-être que c'est que tu disais on est stressé, c'est vrai que je pense qu'on a l'impression, je sais pas d'où ça vient, mais on a l'impression que
faut tout connaître, faut savoir et tout, et qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et pourtant, si, c'est hyper important. Et encore une fois, comme pour les artistes, comme pour les pros et tout le monde, quoi. C'est comme ça que tu arrives à te centrer et à devenir et arriver à... Une fois que tu sais tout ça, tu es centré, tu sais qui tu es, ce que tu aimes ce que tu aimes faire et pas faire. Et donc, du coup, au final, une fois que tu as fait tout ça, tu arrives dans des situations où tu as une belle visibilité, tu es reconnu, on te connaît pour ton travail, pour ce que tu fais, ce que tu représentes, etc. Et pour les artistes qui écoutent, c'est comme ça qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à faire des zéniths. C'est en choisissant ou des zéniths ou autre chose, hein. En choisissant, en comprenant qui vous êtes et en étant centré. Et je pense que c'est tout ce qu'on retire aussi de ce stage-là. On teste, et du podcast. On teste, on voit ce qu'on peut faire, et après, on choisit, et après, on avance sur notre chemin personnel. Et on Voilà. kiffe. Et on kiffe. C'est ça. La brigade du kiff. Et du stress. Et du stress. Sacrée brigade. Comment tu te sens d'être passée de l'autre côté du micro? Ça va. J'avais très peur déjà d'avoir des phrases à rallonge. J'avais très peur aussi de dire des bêtises et que finalement ce ne soit pas intéressant. C'est d'autant plus une des premières fois où je prends la parole, parce que dans les épisodes que j'enregistre habituellement, je vais spécifier un conseil pour qu'il soit précis et activable par l'auditeur. Mais je donne pas forcément mon point de vue. Je ne parle pas de ce que je fais, ou très peu. C'est vraiment pour mettre en lumière la personne qui est en face. Et donc là, il fallait que j'accepte la lumière, quoi, que vous m'offrez, les gars. Donc, merci. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pensez avoir fait le tour? Est-ce que j'ai déjà dit beaucoup de choses? Dites-moi. Je pense qu'on t'a bien retourné dans tous les sens pour te poser plein de questions et tout. On a fait tous les sens possibles de tout ce que tu as déjà fait. Ouais, On est pas mal. Donc, c'est bon pour moi, en tout cas. Hugo, c'est bon? C'est bon pour moi aussi. Ok. C'est bon. Bon, c'est parfait. Eh ben, merci à vous. Merci pour cet entrée et pour cet épisode. Et puis, à plus tard. À plus. Salut. Merci. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Justin Tuned. Justin Tuned.